Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lire en psychanalyse. Collection dirigée par Christian Fierens et Guy Mertens. Préface. Les textes de ce recueil portent la marque de l'enseignement lacanien et de ses aléas, mais pas seulement. Ils constituent un ensemble d'interrogations répondant à des circonstances de travail, notamment à des participations à des séminaires et à des congrès. Les articles qui avaient fait l'objet d'une publication antérieure ont été réécrits pour cette nouvelle édition, et pour certains, repensés au regard de l'actualité de la psychanalyse en France et dans le monde arabe. Dans leur diversité, ces textes sont animés en outre par un souci, celui d'une rationalité attentive aux exigences de la pratique analytique. C'est une rationalité ouverte, mais qui ne prend pas pour un gouffre l'écart entre le réel de l'expérience et les outils à disposition pour justifier toutes les impuissances. Ce n'est pas dans ce constat que s'effectue le frayage lacanien, ni dans le développement continu d'un système d'énoncés dogmatiques. Aussi les textes que nous proposons ici ne visent-ils pas à établir une synchronisation des diverses élaborations de Lacan, mais à les aborder, quand c'est possible, dans leur butée et leur point de rebroussement. Car à la différence de la démarche freudienne, Lacan dans son frayage, ne prévient que rarement de ces changements de cap et d'orientation, ce qui expliquerait certains revirements théoriques et la difficulté à lire certains passages des écrits. Mais rien, à y regarder de plus près, ne nous semble pécher par un défaut de rationalité. Le recours constant de Lacan à la topologie et à la logique mathématique témoigne du contraire. Lacan cherche précisément à ancrer dans les faits de l'inconscient les fondements mêmes de la logique. Il ne s'agit pas là d'une référence purement intellectuelle ou seulement théorique, mais d'un intérêt pratique où l'expérience analytique peut rejoindre le procès de la logique. C'est un procès d'écriture sans lequel le fantasme ne saurait s'articuler, pas plus que le réel ne le saurait sans l'écriture du nouage borroméen. C'est souligner combien est importante la valeur opératoire de cette écriture. Non pas que l'opération analytique soit susceptible d'une déduction mathématique, mais que cette opération nécessite pour sa consistance autre chose qu'un exercice rhétorique de persuasion qui tendrait à en éliminer le réel. C'est là que l'on peut apprécier l'invention du mathème, pour autant qu'il permet de manier la question difficile de l'insymbolisable et d'interroger cette frontière ouverte entre savoir et jouissance que rien ne semble pouvoir suturer. Certes, le mathème tire son efficacité d'un dire, sans quoi il lui arrive de se croire sommé d'avoir le maître mot. Il faut donc se garder d'en faire un dédale, pour capturer le minotaure analytique. La pertinence du mathème analytique résiderait plutôt dans le maintien d'une interrogation, toujours renouvelée, concernant ce point d'impossibilité que certains discours masquent en suffisance et que d'autres détournent en insuffisance. Ainsi, le mathème de l'analyse n'est pas structuré comme une technoscience dont la conjugaison avec le discours capitaliste tend à installer un maître moderne acéphale, lequel viendrait occuper l'espace d'un autre menaçant, qui rejeté hors du sujet, ressurgirait dans le réel. Puissent les textes de ce recueil contribuer à ce combat de la psychanalyse, non seulement contre cette éthique de l'ineffable, mais aussi contre ce nouvel impératif de la jouissance qui fait croire que tout est maîtrisable. Combat que Lacan poursuivait dans un débat qu'il reconnaissait comme étant celui des Lumières. 1. Identité et identification. Mésaventures du bilinguisme. Étant bilingue, il m'arrive de recevoir en tant qu'analyste des patients d'origine maghrébine et moyenne-orientale qui s'expriment dans deux langues, le français et l'arabe, le plus souvent l'arabe dialectal. On comprend bien qu'ils veuillent s'adresser à un analyste parlant ces deux langues, mais ce n'est toutefois qu'avec l'ambiguïté d'une demande dont on ne voit pas au premier abord quelle peut en être l'adresse, bien que l'on y entende généralement l'effet d'une revendication identitaire ou l'expression d'un effet de l'exil et de la ségrégation. C'est d'emblée de cela que Rachid, j'emploie ici un pseudonyme, m'a parlé quand je l'ai reçu la première fois. Âgé de 30 ans, il sort d'une grande école et se trouve nommé depuis quelques années à un poste de cadre qu'il convoitait, mais il souffre de ce qu'il appelle une crise d'identité. Il se sent accusé de vivre comme une trahison son histoire. Il n'arrive pas, dit-il, à être lui-même ni à être entièrement reconnu malgré ses efforts pour sauver les apparences.
parler un français sans accent, aller au travail en costume-cravate. Il pousse son souci d'allégeance et d'intégration, jusqu'à accepter de participer au pot qu'organisent assez souvent ses collègues et son patron. Il a beau essayer de montrer patte blanche en atténuant les marques d'origine, tenter de devenir un semblable exemplaire, rien n'y fait, d'autant qu'il porte un prénom arabo-musulman qu'il ne souhaite ni changer ni franciser. Ce genre de discours, on l'entend chez de nombreux Maghrébins et ce d'autant plus quand ils sont appelés à occuper une place enviable dans le monde socio-professionnel, mais ils considèrent cependant que leur désir de reconnaissance est pour ainsi dire vicié par un trait d'appartenance étranger. Dans cette problématique de l'appartenance, Rachid se sent pris entre le regard suspicieux du pays d'accueil et les attentes soucieuses du pays d'origine. Doit-on dès lors réduire l'histoire de Rachid à des déterminations d'ordre culturel et ethnique ? Rachid est arrivé en France à l'âge d'1 an. Sa famille, aisée, est attachée à certaines mœurs et coutumes du pays d'origine. Comment apprécier les considérations d'ordre culturel ? Elles seraient tout simplement anecdotiques, si elles n'étaient pas prises en compte comme des faits du discours. Il en est de même pour les considérations d'ordre ethnique, voire magico-religieuses. Il s'agit alors, pour l'analyste, de ne pas confondre ce qu'il en est de la division subjective du patient, avec la dichotomie imaginaire que soulève l'appartenance à l'une ou l'autre culture, à l'une ou l'autre langue. La question qui se pose alors est de savoir ce qui se joue quand un sujet use dans la cure de l'une et l'autre langue, et dans quelle mesure sa référence aux deux langues est fonction de la manière transférentielle, dont il conçoit la position de l'analyste par rapport à ces langues. Il m'a semblé pouvoir déceler dans cette référence 2 sortes d'enjeux. Bien qu'il fût élevé très tôt en France, pour Rachid, la langue arabe est celle qui est requise par le champ familial et communautaire, alors que le français est requis pour le travail et les activités publiques. Le français apparaît comme un simple moyen de communication, mais on ne peut pas dire pour autant que cette langue soit pour Rachid une langue étrangère. Bien plus, nous constatons que les 2 langues peuvent venir spontanément s'énoncer dans sa bouche, comme s'il était parlé par elle. Faut-il considérer alors que ces langues autorisent notre patient à parler indifféremment depuis la même place, comme s'il s'agissait simplement pour lui de transmettre un contenu, ou un sens, en passant sans discrimination de l'une à l'autre langue, ignorant l'altérité de l'inconscient ? Il est évident que dans ce parler mixte, toute traduction de l'une à l'autre langue s'avère dans l'analyse inepte, hors de mise. Une traduction suppose que le sujet, dans sa volonté de communiquer un sens, sache ce qu'il veut dire, et possède par conséquent dans les 2 langues des mots strictement équivalents pour désigner un même objet, un même événement, etc. Cette supposition relève d'un leurre, car non seulement nous faisons l'expérience qu'il n'y a pas le même sans l'autre, mais aussi il n'est pas du tout indifférent pour un sujet de prononcer un mot ou une phrase dans une langue plutôt que dans une autre. Par exemple, le mot arabe « sham » soleil évoque pour Rachid des affects et des représentations que ne saurait produire le mot soleil en français. Le signifiant sham évoque des représentations sonores, visuelles, etc., qui sont investies dans l'inconscient d'une énergie libidinale, et ce d'autant plus que ce signifiant se trouve détourné de l'emprise du signifié et est ainsi rendu accessible au désir. Ceci nous paraît significatif de la portée signifiante du langage, et de l'inscription de la lettre dans le corps. Comment en saisir le ressort ? Quelle est en effet la portée de cette inscription ? On pourrait être tenté, comme on n'a pas manqué de le faire, d'expliquer l'effet qu'induit par exemple le signifiant sham par le fait que la lettre en arabe dessine mieux les courbures du corps que la lettre S en français, aux grandes dames de l'Éris. On pourrait dans le même registre considérer que la lettre Ain, pour prendre un autre exemple, signifie à la fois l'œil et la source, etc. Ce genre de considération peut certes avoir son intérêt, mais il y a tout de même une différence entre le statut du symbolique ainsi conçu à partir de la calligraphie des lettres arabes, et le statut de la lettre en psychanalyse, du moins tel qu'on l'entend dans la théorie lacanienne. Certes, il s'agit, comme on dit, de prendre les formations de l'inconscient à la lettre et de montrer comment un sujet ne saurait y être introduit que corrélativement à l'inscription de cette lettre dans le corps. Mais cette inscription ne nous semble pas relever d'une quelconque affinité figurative entre les mouvements du corps et la forme graphique de la lettre. Cette affinité relève davantage d'une conception mystique que d'une conception psychanalytique. Est-il besoin de rappeler que ce qui fait la spécificité et l'efficace du signifiant n'est ni une figure particulière, ni un sens quelconque ?
La spécificité du signifiant est d'être différent de tous les autres signifiants. C'est précisément parce que le signifiant est une pure différence que la crise d'identité dont se plaignait Rachid peut se comprendre comme une défense contre l'angoisse. On comprend alors aussi pourquoi, quand il s'agit de parler de sexe, voire de nommer le sexe, Rachid use plus facilement de l'expression française comme si les mots arabes étaient frappés de tabou, comme s'ils étaient chargés de connotations honteuses, de sorte que le recours à la langue française arrive à bon escient. Qu'est-ce qui autorise au juste un tel recours ? Nous pouvons aborder la question à partir du fait que la langue maternelle est celle-là même où s'est instauré l'interdit de l'inceste, et que par conséquent, la prise du sujet dans le sexuel ne saurait se faire sans l'implication de la dimension de l'autre. Mais où situer cette dimension dans le discours de Rachid ? Serait-ce dans la langue étrangère ? Et comment alors une langue étrangère pourrait-elle effectivement caractériser cette altérité ? Qu'un sujet puisse apprendre cette langue et la maîtriser dans l'espoir de combler la distance entre ce qui est familier et ce qui est étranger n'implique pas qu'il puisse s'y reconnaître, pas plus d'ailleurs qu'il ne peut échapper, dans sa langue maternelle, au malentendu et parfois à l'irruption d'une certaine inquiétante étrangeté. Cela dit, on ne saisit pas pourquoi l'altérité devrait requérir une langue étrangère, ni en quoi celle-ci serait nécessaire à l'énonciation du désir ou même à sa censure. Dire que l'inconscient est structuré comme un langage, cela suppose-t-il que l'inconscient parle une langue étrangère ? Freud semble le penser, bien que l'étrangeté qu'il évoque ne soit pas celle de la langue d'une autre culture ou d'un autre peuple. La psychanalyse nous montre bien que l'étrangeté est dans la langue, tout comme d'ailleurs l'est la résistance. C'est du moins le sens que donne Lacan à la barre séparatrice dans son algorithme SS égale signifiant signifié, où il montre que cette barre qui est résistante à la signification, est aussi nécessaire au surgissement de la signification. La résistance est à ce point inhérente à la langue qu'elle peut avoir le sens d'un interdit. Interdire au désir de passer la barre, d'advenir directement. Dans sa difficulté à dépasser la barre, le désir est amené alors à biaiser, à déjouer la résistance, en ne commettant dans la parole que des incursions fugitives. Le bilinguisme ne lui offre-t-il pas un meilleur accès, une plus libre circulation ? Nous avons tout lieu de croire qu'il fait plutôt miroiter au sujet la possibilité d'un sens commun, qui serait au-delà des manifestations insensées de l'inconscient. Pourtant, il est intéressant de constater comment, en analyse, certains glissements linguistiques d'une langue à une autre peuvent susciter divers comportements symptomatiques. Qu'on se rappelle combien est instructif, dans le cas par exemple de l'homme au loup, le passage du signifiant allemand Glanz brillant à celui de Glance en anglais qui veut dire regard. On sait combien ce glissement productif a été largement commenté. Il comporte toutefois un écueil. Dans ce qu'on appelle le parler mixte, le sujet peut fort bien entretenir l'espoir d'une réconciliation au-delà de toute division et nourrir la fascination pour une autre langue, sans perte, dont la maîtrise comblerait l'écart entre le signifiant qui représente le sujet et les autres signifiants. Pour Rachid, la langue française, avons-nous dit, lui sert de langue publique, mais il faut corriger en précisant que le français n'est pas complètement étranger au domaine du privé. Pourtant, il faut bien reconnaître que la langue française s'affirme ici au détriment de la langue maternelle, laquelle se trouve reléguée en arrière-plan en devenant pour Rachid une langue en souffrance, clandestine, et ceci d'autant plus que le registre de l'autre se confond pour lui avec le registre de l'étranger. Dès lors, dans son rapport de filiation à cet autre comme étranger, Rachid se trouve engagé dans un ravalement de la vie amoureuse, un ravalement qui jusqu'alors lui convenait, mais qui commençait à devenir problématique avec l'âge, comme il dit, l'âge de se marier et de fonder un foyer à l'instar des autres membres de la famille. Or, Rachid connaît depuis quelques années une femme avec laquelle il entretient une relation sexuelle. Il la désire mais elle ne correspond pas à ce que doit être une bonne épouse, ni pour ses parents ni pour lui-même d'ailleurs. Seulement voilà, il n'arrive pas dans son projet de mariage à trouver une femme à son goût, malgré les efforts déployés par la famille et les multiples occasions qui lui sont offertes pour rencontrer une fille comme il faut, digne et respectable. Il vivait de plus en plus mal cette division, jusqu'au moment où il s'est trouvé amené au cours de son analyse à se demander si la crise d'identité dont il se plaignait quand il vint me voir au début, n'était pas en fin de compte liée à ce qu'il nous faut bien appeler une crise de l'identité sexuelle.
Il y a là un déplacement dans le questionnement de Rachid qui marque un pas dans son analyse en amorçant un virage subjectif, une bascule dans son discours. Désormais, il n'appréhende plus la question de l'identité comme étant liée à son appartenance à un groupe particulier, ethnique ou religieux. Il a pu saisir comment certains insignes communautaires, qui avaient pour lui une signification identitaire, se sont avérés n'être qu'emblèmes purement formels. Nous voyons alors comment ce qui nourrit cette revendication identitaire relève de l'illusion de pouvoir restaurer le mythe d'une origine pure, une origine qui n'aurait connu l'effet d'aucune division. Nous voyons aussi comment cette revendication se réactive à chaque fois que Rachid se sent laissé pour compte et quand surgissent pour lui et pour les siens les pratiques d'exclusion et d'intolérance. Bref, quand la langue ne lui ouvre plus les perspectives d'un enjeu et d'un sens nouveau. Cela dit, il ne s'agit pas pour nous d'assimiler les manifestations culturelles à des mécanismes de défense, ni de nier les ravages que peuvent provoquer les pratiques de ségrégation et les effets de la haine raciste. Seulement, nous nous fourvoyons si nous n'évaluons pas à sa juste mesure le caractère imaginaire de la cohésion et de l'identité que peut conférer la culture au sujet. L'expérience nous montre d'une part, comment les exigences identitaires s'érigent comme une fiction d'agencement totalitaire et se dressent en rempart contre toute manifestation de déliaison ou de division. D'autre part, elle montre comment le sujet auquel nous avons affaire en analyse vient pour ainsi dire parasiter ces exigences identitaires, de sorte que nous ne pouvons d'aucune manière le définir, ce sujet, comme étant identique à soi. Dès lors, on comprend pourquoi il ne s'agit pas, en analyse, de consoler le sujet de son mal d'exil, mais de lui permettre d'en analyser l'impact et l'enjeu en l'arrachant au mythe de l'innocence et à la revendication du droit sacré au sol. Est-il besoin de rappeler que le site de la parole est certes un lieu, mais un lieu sans territoire ? Rachid croyait avoir trouvé quelque répit à son ravalement amoureux en décidant de quitter la France, les parents et son analyste, pour partir avec sa maîtresse dans un pays francophone lointain avec comme bagage un contrat de travail raisonnable. S'agit-il là d'une fuite ? Disons qu'il s'agit d'un compromis qui permet à Rachid de se dégager de l'emprise du pôle familial et communautaire, et qui, en même temps, lui témoigne qu'il est encore dans la tradition, bien qu'il ait pu, comme nous l'avons souligné plus haut, consentir à cette perte de la fiction identitaire. Cependant, son arrachement à la dite fiction n'équivaut pas pour autant à une séparation. Ce fut plutôt l'occasion pour lui d'un déploiement pulsionnel, où il ne pouvait s'engager dans l'affirmation de son désir que sur le mode d'un égarement. Cet arrachement serait sans fin, si une altérité ne venait pas tamponner cette errance et court-circuiter l'effet d'un bilinguisme toujours apte à susciter chez le sujet le mirage d'un métalangage susceptible d'escamoter le travail de toute division. Comment peut-on être perçant ? Il est étonnant que cette question de l'identité revienne sur la scène analytique marocaine, alors que plusieurs congrès lui ont été consacrés ces dernières années. Qu'est-ce qui justifie cette reprise ? Il me semble qu'elle trouve sa raison non seulement dans ce qui se répète et insiste dans le monde, comme les luttes féroces et les haines identitaires, mais également parce que nous avons des difficultés à articuler cette question autrement que de façon passionnée. Il nous faut reconnaître que nous sommes amoureux de l'identité, nous sommes perturbés par ces effets chatoyants qui nous font miroiter un semblant d'être. Son pouvoir est tel qu'elle peut fomenter à la fois les rassemblements les plus chaleureux et les conflits les plus haineux. Je me suis laissé tenter, pour donner un titre à ma communication, par une expression tirée des Lettres persanes de Montesquieu, ouvrage dans lequel l'auteur raconte l'histoire d'un étranger venant de Perse, qui arrive à Paris. Il attire les regards et suscite la curiosité par son accoutrement qui provoque, à chaque fois qu'il se présente quelque part, un attroupement autour de lui, jusqu'au jour où il décide de s'intégrer à la société parisienne en changeant de peau. À partir de ce moment, on cesse de le regarder. Il devient invisible, ayant renoncé à ce qui serait son identité. Cette fable n'en dit pas plus concernant les ressorts de l'identité. Rapportée à ce qui se passe dans les sociétés contemporaines, elle n'en constitue qu'un pâle reflet. Elle suggère toutefois, par son style elliptique, maintes réflexions. Nous pourrions par exemple voir dans l'accoutrement de l'étranger un insigne qui met en évidence l'équivalence entre image et identité, ce qui est une caractéristique de notre époque. Par ailleurs, cet insigne peut constituer un donné pulsionnel de l'identité,
et ceci dans la mesure où il s'impose à la subduction du regard comme présentation immédiate de l'identité. En renonçant à cet insigne pour une appartenance communautaire, l'étranger disparaît dans l'anonymat, il cesse de surprendre. En somme, cette fable révèle ce qui est notre aspiration commune d'être le même avec tout ce que cela comporte comme renoncement et sacrifice pour le sujet. De ce fait, on peut se demander quelle distinction il y aurait à faire entre identité et identification, entre ce qui relève du privé et ce qui relève du collectif. La question se pose d'autant plus que l'acuité des revendications identitaires semble surgir en contrepartie du déclin de la fonction paternelle, la fonction du nom du père. Je pense ici à ce que Freud avait répondu au père du petit Hans, qui voulait baptiser son fils pour le soustraire à la haine antisémite. Il lui dit : « Si vous ne laissez pas grandir votre fils comme un juif, vous le priverez de ces sources d'énergie qui ne peuvent être remplacées par rien d'autre. » Selon Freud, un trait identificatoire premier est ce qui permet à un sujet de se soutenir dans le monde. Mais il n'empêche que ce trait prélevé sur l'autre, père, peut devenir pour un sujet ou pour un peuple une source de violence et de rivalité. Qu'en résulte-t-il alors ? Face à ces revendications dont l'actualité ne s'est jamais posée avec autant de force et dont on se demande si elles sont de l'ordre d'une demande de reconnaissance, d'une affirmation d'être, ou d'un appel afin qu'un lien social puisse se produire là où le nom du père ne permet plus d'assumer cette fonction ? S'il est légitime de considérer que la quête d'identité surgit là où le sujet se sent en défaut par rapport à ses identifications premières, comment entendre alors ce mot du poète Aimé Césaire : « Nègre je suis, nègre je resterai ». Peut-on réduire cette affirmation à la revendication d'une identité ethnique ? Et que dire des revendications communautaristes actuelles ? Peut-on les attacher à la simple recherche d'un trait identificatoire tel que l'Einziehzug, un trait qui serait seul susceptible d'éclairer les diverses mutations dans le rapport du sujet au social ? Le témoignage de ceux qui travaillent avec les enfants montre l'embarras, voire la difficulté, que ces enfants ont à trouver ce trait unaire dans un monde où les médias diffusent des messages discordants, acéphales et sans finalité, où les jouissances dépassent toute limite assignée à la culture. Comment allons-nous nous retrouver dans ce tiraillement, si l'on admet par ailleurs que les propos de tout un chacun prennent appui sur quelques identités, qu'elles soient nationales, religieuses ou ethniques ? En va-t-il de même pour les psychanalystes ? On suppose qu'en principe un analyste est celui qui aura renoncé à toute référence identitaire de ce genre. Certes, il a ses références théoriques, son savoir analytique, un savoir qui à l'occasion peut lui servir de refuge, de blason identitaire, mais en principe il n'y a pas pour lui de un dans l'autre dont il puisse s'autoriser. Le sujet supposé savoir n'implique nullement de se prendre pour un. Quand il arrive à Freud de parler de sa judéité, il ne la relie nullement au judaïsme ni à la religion. En somme, si les psychanalystes s'inquiètent de certaines poussées identitaires, c'est dans la mesure où elles tendent à s'opposer aux lois de la parole et du langage. En effet, selon Lacan et Saussure, ces lois relèvent d'un système de différence, un système où le signifiant est posé comme étant différent de lui-même et des autres signifiants. De ce fait, on voit combien il serait vain de vouloir transposer le principe logique d'identité, A égale A, à la position subjective. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi Freud s'est occupé de la question de l'identification, et non pas d'emblée de l'identité. Il estimait à juste titre que la psychanalyse n'a pas à proposer au sujet une référence illusoire supplémentaire qui le renforcerait dans la méconnaissance, en lui apportant un semblant d'assurance et d'être. Le souci de Freud, qui n'était pas seulement clinique, l'a amené à chercher dans son travail sur l'hystérie, ce lieu où le langage rencontre le corps, c'est-à-dire ce point de recouvrement où quelque chose insiste et se répète et qui fait que le corps se trouve affecté par la parole. Le fait même que le signifiant soit différent de lui-même implique une perte radicale que l'expérience de l'hystérie vient confirmer en ceci que plus le sujet cherche à trouver une identité pour se soutenir, plus il est renvoyé à ce lieu autre, à cette dimension autre dans laquelle il se trouve pris, c'est-à-dire dans cette altérité dont il faut bien dire qu'elle lui est difficile à supporter. C'est pourquoi il s'en défend en recourant au discours imaginaire du moi, c'est-à-dire au sens dont se nourrit précisément notre identité. C'est là qu'on peut évoquer la responsabilité du sujet en psychanalyse, pour autant que ce dernier doit faire face à cette altérité. Disons pour simplifier,
qu'il doit assumer cette altérité, c'est-à-dire ne pas s'obstiner dans l'affirmation d'une identité qui le dispenserait de la tâche pénible de la déchiffrer. Le problème est que l'homme est malade du langage. Il arrive au monde sans avoir en lui un savoir inné susceptible de l'orienter dans l'existence. Il vient dans un monde de règles, de prescriptions et d'interdits, c'est-à-dire dans une communauté où se cristallise pour lui cette référence sacrée qui est nécessaire à sa constitution, référence qui va donner sens et but à son action et sans laquelle il se trouverait condamné à une errance, à une dérive, de sorte que tout ce qui pourrait s'offrir à lui comme limite apparaîtrait comme infondé. On aura reconnu là un des effets majeurs de ce qui se trame à notre époque comme symptômes nouveaux tels que les addictions, l'individualisme et la montée en flèche de la ségrégation et du racisme. On a pu remarquer combien ces effets ont pu prendre une telle ampleur dans une époque dominée par le règne de l'objet, c'est-à-dire par une idéologie de la consommation et de la jouissance, une idéologie qui fait croire au sujet que l'accès à l'objet perdu est désormais possible. La prolifération capitaliste des objets est telle qu'il y aurait des objets pour tous les goûts et tous les sexes, genres. Autant de symptômes, et l'identité en est un, qui mine le champ social où l'on assiste à l'éclipse de la position tierce et à celle de la différence des sexes. Dans cette perspective, la dimension métaphorique que produit le signifiant se réduit au signe, et du même coup l'identité vire à la paranoïa. Comment dès lors pourrions-nous sortir de la passion de l'identité pour articuler une parole énonciative, singulière ? Je viens de rappeler que l'inscription du sujet dans une communauté structurée apporte à son identité sens et assise. Mais il arrive que ce sens qui cimente cette identité vienne la figer dans un verdict sans appel, dans l'affirmation d'un « je suis cela et rien d'autre », de sorte que l'identité qui est censée me soutenir dans l'existence est celle-là même qui pousse à ce que Amin Maalouf appelle « les identités meurtrières ». Nous en avons des témoignages partout. Tout récemment avec ce qui se passe en Afrique et depuis un certain temps au Moyen-Orient où l'on voit des groupes s'appuyer sur des prétextes religieux pour entretenir une haine sans nom allant jusqu'à la mort de l'autre. Ce sont des gens qui nourrissent une identité sans faille, en la comblant par les cadavres des autres. Bien sûr, tout conflit n'est pas de cet ordre. Quand le conflit entre deux groupes se réfère à la même autorité religieuse ou ethnique, il peut, le cas échéant, se résorber dans une sorte d'entente et de coexistence pacifique. Mais il arrive que ce conflit s'engage dans une autre voie, celle de savoir lequel des deux groupes a l'identité la plus juste, la plus méritoire. Cette situation basculerait vite dans ce qu'on peut appeler la guerre des religions, dont nous avons une illustration en France avec le massacre de la Saint-Barthélemy, massacre dont on dit qu'il a été ordonné par le roi catholique Charles IX et sa mère Catherine de Médicis contre les protestants. C'est un épisode où l'Église voyait dans la réforme protestante une menace réelle contre le dogme chrétien. Je pense aussi à ce conflit opposant les Horaces et les Curiaces dans la tragédie de Corneille. Horace s'adressant à son ami, presque son frère, lui lance ce verdict sans appel. « Albe vous a nommé, je ne vous connais plus », ce à quoi Curiace répond « Je vous connais encore et c'est ce qui me tue ». Enfin, on peut évoquer le cas de figure où le conflit éclate au sein d'un même groupe. C'est un conflit non pas entre groupes rivaux où il s'agit de posséder les biens de l'adversaire, de l'asservir, mais entre les frères d'une même famille, dont l'exemple prototypique, qu'à limite, nous est donné dans la Bible avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce meurtre ? Quelle est cette haine identitaire qui pousse quelqu'un à supprimer son frère ? Qu'est-ce qui pourrait bien susciter une telle haine meurtrière entre des frères ou les membres d'un même groupe ? Il nous faut tout d'abord remarquer que le frère, dont il s'agit, ne se réduit pas à sa dimension biologique. Il est aussi un élément de discours, l'enfant du langage. C'est dire que contrairement aux lois de la nature qui fonctionnent avec des signes univoques, les lois de la parole et du langage relèvent, comme nous venons de le rappeler, d'une autre logique, celle du signifiant. Elle implique une répartition de deux places différentes, représentées dans la dialectique du maître et du serviteur, représentation certes grossière, mais significative de ce qui se met en place comme agressivité et lutte de pur prestige. Il n'est donc pas étonnant que cette répartition de places induise une concurrence pour occuper la bonne place, la vraie, celle qui a la préférence du Père, l'amour du Père, comme si cet amour ne pouvait être partagé et était alors indivisible. Il faut noter que cette instance une peut s'incarner dans la figure d'une personne, d'un roi, d'un tyran ou d'un mécène,
ou bien s'exprimer dans un texte sacré qui pourrait devenir objet de culte, voire d'idolâtrie au point d'amener certains fidèles à s'ériger en gardiens du temple et en défenseurs intransigeants de la pureté de la lettre. On vient récemment d'incendier une bibliothèque à Tripoli au Liban, riche de livres anciens, sous prétexte que s'y trouvait un texte blasphématoire pour l'islam. Il y a dans cet acte une intransigeance qui se referme sur son objet, et qui ne peut qu'étouffer toute possibilité d'ouverture à l'autre. J'ai déjà fait valoir devant vous la portée de ce cas que Lacan emprunte à saint Augustin, qui nous décrit le spectacle d'un enfant qui observe tout pâle et d'un regard amer son petit frère suspendu au sein de sa mère. Ce spectacle suscite en lui une souffrance et une haine jalouse dont on se demande quel peut bien en être le motif. Et en effet, qu'est-ce qui fait vraiment souffrir cet enfant quand on sait qu'il n'a plus besoin d'être à la mamelle ? Il pâlit pourtant devant l'image qu'offre celui qui est suspendu au sein. Il pâlit devant l'image de complétude qui se referme sur un objet, et dont l'autre paraît se satisfaire. C'est cette satisfaction qui provoque l'envie, l'invidia, et qui fait que l'enfant qui regarde est jaloux précisément de la jouissance de l'autre. Lacan forge ici un néologisme. C'est le terme de jalouissance pour désigner précisément cette jouissance devant laquelle l'horreur surgit et qui touche à ce noyau en moi qui serait celui de ma jouissance. Une jouissance qui m'agite au sein de mon être, de mon identité et qui fait que la haine me pousse à brider cet excès que je perçois chez l'autre, à le brider jusqu'à la purification, jusqu'à l'éliminer. Cette haine n'est à cet égard que la haine de ma propre jouissance. On se doit en analyse de savoir quelque chose de cette jouissance. Les analystes se doivent d'en savoir quelque chose, mais il ne semble pas que leurs associations échappent à la loi générale qui régit les autres groupements, du moins, elles y échappent difficilement, car si la place de l'exception, de l'au-1, peut servir à donner consistance au groupe, elle peut tout aussi bien servir de support aux croyances, aux impératifs les plus arbitraires. Aussi n'est-il pas exagéré de constater comment Freud, dans sa visée de donner consistance et cohésion au groupe analytique, n'avait pas lui-même échappé à l'exigence qui en résultait, celle d'occuper la place de Dieu le Père, laissant ainsi, comme le dit Lacan, les analystes sans recours et sans autre besoin que de se syndiquer. De l'identité à l'identification, et retour. Il est remarquable que les psychanalystes ne s'intéressent que depuis peu à la question de l'identité. Il n'est pas rare pourtant d'assister dans nos milieux à des susceptibilités d'ordre identitaire. Les psychanalystes ont certes une référence au même savoir, mais il arrive que cette référence se métamorphose en un blason identitaire qui se fige dans des appartenances telles que être freudien, être lacanien, être kleinien, etc. Ces identités sont imaginaires, cependant elles n'excluent pas la possibilité, pour ne pas dire la gageure, que les psychanalystes travaillent ensemble. Une gageure qui va jusqu'à ouvrir la psychanalyse à la critique même de ses fondements. C'est ainsi que Lacan s'est employé à frayer la voie à un nouveau lien entre les analystes et à un enseignement où l'on peut interroger cette supposition qu'il y ait des êtres parlants qui se choisissent comme côté mâle ou femelle, à savoir la supposition qu'il existe une fonction fx, y, qui articulerait le rapport de l'homme à la femme quant au désir et à la jouissance. Le problème est que cette supposition, quand elle se fonde sur le principe d'identité, s'avère intenable au regard de l'expérience analytique. C'est qu'il n'est pas vrai qu'être homme, ce n'est pas être femme. Il n'existe pas de X, dont on puisse dire qu'il ne soit pas vrai qu'être homme, ce n'est pas être femme. La formule « il n'y a pas de rapport sexuel » implique que de sujet, il n'en est question que dans la fonction, et qui plus est, dans une fonction qui renvoie à un impossible dont on peut faire valoir la pertinence dans une topologie non métrique, non fondée sur cet ordre imaginaire de la proportion et de la mesure. À vrai dire, ce principe d'identité qui est convoqué pour donner une doublure logique à l'affaire est ce qui a régi pendant des siècles et qui régit encore une pensée qui s'obstine à ne voir dans le développement logico-mathématique qu'un formalisme stérile, un artefact conventionnel démuni de toute pertinence. On comprend à cet égard pourquoi, à une certaine époque, la Sorbonne métaphysicienne n'avait pas ouvert d'emblée ses portes à la logique mathématique. Elle estimait que les mathématiques ça ne pense pas, ça invente peut-être, mais ça ne sait pas et ça ne se sait pas. Ce qui implique que le seul savoir dont le métaphysicien d'alors se nourrissait était celui qui lui permettait de se faire une place à la Sorbonne. D'ailleurs, quand celle-ci fut contrainte d'ouvrir ses portes à un enseignement de la logique,
elle ne manqua pas de faire appel à un spécialiste de l'extérieur, de l'étranger, non pas un logicien tout court, mais un ontologicien, comme ce fut le cas avec le professeur M. Arnold Raymond. Il fut invité dans les années 30 à professer un cours de logique où, parlant de l'identité et de son principe, il distinguait d'abord l'esprit rationnel qui, selon lui, obéit au principe des apostrophes identité, et la pensée primitive qui, elle, obéit à la loi de participation mystique par laquelle le primitif, disait-il, s'identifie à un perroquet ou à un grain de blé. Et il en conclut que ceci est absurde, puisque le grain de blé, qui est le produit d'un végétal, et le perroquet, qui est un oiseau, n'ont aucune parenté réelle avec l'homme. On imagine bien ce qu'aurait dit Raymond de cette légende celtique rapportée par Lacan dans son séminaire sur l'identification. Dans cette légende, le serviteur d'une ferme voit apparaître à la suite de la mort de son maître, une souris qui se promène et qui disparaît dans la grange. Apparaît alors le fantôme du maître qui confirme « J'étais dans cette souris pour dire adieu au domaine ». Pour Raymond, la pensée primitive n'établit de séparation radicale ni entre le monde naturel et le monde psychique, ni entre l'état de rêve et celui de veille. Mais de quelle veille et de quel réveil s'agit-il ? Certainement pas, selon Raymond, de ce réveil contre nature, de ce réveil que constitue le réel sous la forme de l'impossible, mais plutôt d'un réveil où la distinction du psychique et du naturel se trouverait fondée sur une conception, non pas du signifiant mais du signe, pour en assurer la circulation dans un monde objectivé. La référence à la pensée primitive n'est pas sans rappeler cette période de mystification génétique du style du début du XIXe siècle, où les questionnements et les élucubrations sur l'origine interdisaient que l'on puisse articuler quelque chose de valable concernant le langage. Aussi, la référence au primitif ne fait-elle, comme le dit Lacan, que primitiver la pensée puisque c'est elle-même qui régresse à la mesure de ce qu'elle prétend découvrir comme primitif, fût-ce un principe d'identité. La métaphysique croit pouvoir s'en sortir en présentant le principe d'identité comme exprimant une nécessité ontologique qui relève d'une substance, ou d'un sujet un et immuable. Mais avec le développement de la logique mathématique et des systèmes formels, le principe d'identité perd de son acuité ontologique pour ne conserver qu'une nécessité en quelque sorte conditionnelle. Il a fallu pour cela rompre avec quelques évidences. Qu'on se rappelle un certain Antisthène. Il disait qu'affirmer par exemple que le signe est blanc, revient à dire que le signe est autre chose que le signe. Et Platon de répondre à cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.